Bonjour à tous, merci d'être présents donc dans cette conférence, webinar, cet atelier qui, va traiter donc de la cybersécurité, hein, savoir comment est-ce qu'on peut, protéger aujourd'hui, les attaques, contre les ransomware, avec une solution comme Olfeo. Moi je suis Julien Maître, je suis le responsable channel et donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier en partenariat donc avec Silène, qui est aujourd'hui un de nos partenaires les plus stratégiques, hein, qui a aujourd'hui un niveau de partenariat élite, puisqu'il a aujourd'hui, ils ont toutes les compétences techniques, commerciales pour accompagner les clients sur nos solutions, autant en termes de déploiement, de maintien opérationnel ou de support. Et donc, on travaille conjointement avec Silène. Et donc, merci à tous d'être présents. Donc, la conférence va durer une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Sur l'outil de webinar, vous devez avoir normalement donc la possibilité de poser des questions sur le chat. Il y a un onglet questions aussi. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Je pourrai y répondre donc à la fin. On se laissera du temps pour pouvoir échanger. Vous aurez donc tous les micros ouverts au bout d'un moment. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et à me faire partager surtout votre ressenti sur ce sujet qui est extrêmement important et qui est qui fait la une de l'actualité cyber actuellement. Donc pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter rapidement Olfeo pour comprendre qui on est, d'où on vient. Donc on est un éditeur donc dans la cybersécurité. En fait, on fait partie du monde des proxys, un éditeur de passerelles de sécurité web avec une approche un petit peu différente de ce qu'on pourrait trouver sur le marché. On va parler de sécurité positive. Notre réflexion, en fait, s'articule autour de 4 axes que vous voyez affichés à l'écran. La sécurisation intégrale des accès web, qui est notre pendant technologique, technique, notre intervention par rapport aux solutions qu'on pourrait trouver sur le marché, tout simplement parce qu'en fait, nous faisons nous avons une base de données aujourd'hui d'une qualité inégalée, avec un taux de reconnaissance de près de 99% en fait du surf des utilisateurs. Et c'est vraiment ce point précis qu'on va traiter aujourd'hui, car c'est grâce à cette approche-là qu'on va pouvoir en fait se protéger et participer en tout cas aux actions de défense par rapport à ces différentes menaces qu'on voit au jour le jour. Donc nous avons cette base de données d'une grande qualité, hein, qui est composée qui a une spécificité aujourd'hui puisque nous allons analyser le contenu des URL. C'est 4 personnes qui gèrent cette partie-là. C'est l'équipe de classification et je reviendrai après dessus sur la présentation plus spécifique sur la manière de travailler. Notre deuxième axe de réflexion, c'est le fait de responsabiliser les collaborateurs. On croit aujourd'hui depuis 18 ans chez Olfeo que il faut associer, il faut intégrer, il faut mieux communiquer vis-à-vis des collaborateurs, car de manière évidente, c'est aujourd'hui en tout cas les collaborateurs font partie des cibles et sont peut-être le maillon le plus faible de cette chaîne de sécurité. Donc il faut essayer de faire grandir, d'apporter plus de maturité en fait aux différents collaborateurs pour les embarquer dans les politiques de sécurité. Donc avec notre solution, on va essayer de donner de l'information à valeur ajoutée, expliquer, on ne parlera pas de pages de blocage, mais plutôt de pages de sensibilisation justement pour essayer de faire passer des vidéos éducatives, expliquer le pourquoi du comment tel ou tel site n'est pas accessible, afin que le collaborateur ne commette pas d'erreur ou du moins puisse sentir qu'une situation peut être alarmante. Donc ne pas cliquer sur un mauvais lien, télécharger une pièce jointe et tout simplement qu'il puisse être un petit peu plus au sujet, un peu plus alerte sur, sur la partie cybersécurité. Le troisième axe de réflexion, c'est la protection juridique, extrêmement important aujourd'hui dans le cadre de la CNIL, du RGPD. Il y a des obligations aujourd'hui à respecter et l'ensemble, comment dire, tout ceci est légiféré, hein. Donc, il faut garder en tête que c'est le titulaire de l'abonnement Internet qui est responsable de l'activité qui est faite à travers ce même accès Internet. Donc, par définition, quand nous sommes dans le cadre professionnel, c'est l'entreprise qui va être titulaire de ce même abonnement et donc il faut protéger l'entreprise et les salariés dans le cadre juridique et culturel. Donc on a embarqué dans notre base de données l'ensemble du cadre légal et culturel en travaillant avec des cabinets d'avocats spécialisés comme Alain Bensoussan et on va pouvoir
indiquer dans nos pages de sensibilisation. En fait, on a une catégorie pénale où est-ce que on va pouvoir citer les articles de loi sur des sites qui sont interdits depuis le sol français. Ça peut être des ventes d'armes, des sites de vente de médicaments, tout ce qui va être bien sûr pédopornographique, tout ce qui est lié à la drogue, etc. On va pouvoir en fait protéger les entreprises sur cet aspect-là. Et le quatrième axe et dernier, c'est le fait qu'on soit un éditeur français. Donc nos locaux sont basés à Paris. Olfeo, c'est une soixantaine de personnes aujourd'hui. Tout est développé en France. Et donc ça permet d'apporter une confiance française et d'assurer en fait la proximité, la souveraineté des données. Notre solution est donc pas soumise au Cloud Act, ce qui n'est pas le cas avec différentes solutions du marché, que ce soit des UTM ou des proxys dédiés. Si la base de données en fait utilisée est américaine, et bien tout simplement il y a un droit de regard sur tout le flux qui transite à travers le proxy. Donc, que ce soit pour notamment l'espionnage industriel, etc., il y aurait un droit de regard en fait sur cette partie-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients, hein, que ce soit dans le secteur privé ou public, et nous avons une approche uniquement partner centric, d'où ces actions avec Silène. On se concentre sur notre métier d'éditeur pour faire évoluer notre solution en fonction des demandes du marché, avec différents modules qui voient le jour en fonction de l'évolution des usages. Et nos partenaires, qui sont infogéreurs, hébergeurs, intégrateurs, vont apporter en fait au client final une vision 360 avec d'autres solutions qu'ils peuvent proposer pour vous accompagner, en tout cas dans la meilleure des façons, pour sécuriser vos systèmes d'information et bien sûr cette partie cybersécurité. Pour bien comprendre notre positionnement dans la chaîne de sécurité informatique, on est une solution qui est complémentaire au firewall. D'accord. Souvent, on peut avoir tendance à nous mettre dans la même case. Nous ne sommes pas là pour remplacer le firewall. 100% de nos clients ont un firewall. Sauf qu'on a une approche d'expert, comme on peut le voir en fait sur ce sur ce schéma. Une approche généraliste qui va plutôt être gérée donc par des UTM, qui sont des firewalls qui embarquent des briques additionnelles de cybersécurité, comme le filtrage, comme la notion anti-spam, comme le déchiffrement SSL, ou bien sûr la gestion des VPN, etc. La problématique, si je puis dire, c'est que là, dans ce vrai sujet en fait, qui est la cybersécurité, ce fonctionnement peut présenter en fait certaines failles, autant en termes de performance, mais surtout en termes de failles de sécurité. Le fait de mettre tous les œufs dans le même boîtier présente naturellement en fait une faille de sécurité, puisque ce serait l'ensemble des briques comment on appelle, sécurité qui tomberait si cet équipement présentait un défaut ou était attaqué. Donc, dans les bonnes préconisations de l'ANSSI sont plutôt de travailler avec des pure players, des acteurs indépendants, des experts, et c'est là où on se situe avec d'autres acteurs qui ont une approche plutôt internationale, comme on peut le voir en fait sur ces différentes marques-là. Et pour la partie Olfeo, on a vraiment cette approche très particulière, expert de la sécurité web, mais surtout avec une approche française, d'accord. En termes de répartition de parts de marché, dans le monde, on va dire dans la spécificité en fait des proxys dédiés, on détient aujourd'hui 36% de parts de marché, ce qui nous fait aujourd'hui on est la solution du leader français aujourd'hui sur la sécurité web. Notre approche se décompose en différents modules. Et en fait, ces différents modules vont répondre à des cas de figure, des cas d'usage très particuliers. Je vais passer très rapidement dessus pour vous les exposer. La partie filtrage web va vraiment va servir en fait à gérer les politiques de sécurité. C'est ici qu'on va définir quel utilisateur peut accéder à quel site, sous quelles conditions. Est-ce qu'on laisse l'ouverture sur les réseaux sociaux entre milliers par exemple. On peut faire une gestion de quota pour essayer de respecter aussi une utilisation personnelle dans le cadre professionnel. Parce que voilà, ici, on est dans une époque largement moderne où est-ce qu'il faut savoir aussi écouter le besoin des salariés, et tout bloquer provoquerait un rejet des salariés. Donc, le vrai enjeu aujourd'hui pour les DSI sont d'essayer bien sûr de sécuriser le système d'information,
mais sans forcément trop créer de restrictions, de flicage ou de contraintes vis-à-vis des collaborateurs. Et l'équation est pas si simple au final. La partie SSL, extrêmement importante également aujourd'hui, puisque 90% du web aujourd'hui est en flux HTTPS. Donc, ne pas faire de déchiffrement SSL, donc c'est-à-dire de ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces flux, aujourd'hui est une grosse faille de sécurité. On le propose aujourd'hui chez Olfeo. En fait, on va gérer tout ce qui est PKI, etc. Donc, on va pouvoir gérer cette partie-là pour soulager l'UTM qui présente dans beaucoup de cas de figure des défaillances ou du moins des surcharges en termes de consommation de ressources qui peut créer des latences, etc. Donc, sortir cette brique SSL par rapport à l'UTM est aujourd'hui aussi tout à fait pertinent. On va coupler également un antivirus web pour détecter en temps réel. On travaille sur une base, une signature antivirale, pardon, qui est ClamAV, qui est complémentaire aux antivirus de poste. Encore une fois, dans les bonnes pratiques de l'ANSSI, le but du jeu, c'est pas de remplacer une solution par une autre, mais c'est de démultiplier les différents acteurs pour se protéger au mieux. Donc là, on pourra analyser directement les flux en temps réel, les pièces, comment dire, les fichiers téléchargés, etc., pour appliquer cette protection. Module du nomadisme qui a pris énormément d'ampleur, bien sûr, depuis 1 an avec l'explosion du télétravail liée à la crise sanitaire. Et la crise sanitaire a aussi démontré que l'explosion du télétravail avait provoqué aussi pas mal d'attaques. Hein. C'est plus de 700% d'augmentation d'attaques type phishing surfées justement sur des faux sites de masques, de vente de gel, etc. à l'époque, puisque les sociétés n'étaient pas forcément préparées en fait à travailler massivement de cette manière-là. Et le nomadisme en fait va permettre en fait aux entreprises de sécuriser et bénéficier des mêmes politiques de sécurité pour les collaborateurs qui soient comment dire, localement dans les murs de l'entreprise, en interne ou à l'extérieur, en déplacement professionnel, etc., ou chez eux en télétravail. Et tout simplement, on va pouvoir aller chercher les politiques de sécurité configurer au préalable sur l'infrastructure de l'entreprise. Et peu importe où est-ce que nous pourrons se connecter, on pourra être protégé sur l'équipement professionnel qui est mis à disposition par l'employeur. Le portail public, élément aussi important, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à partir du moment où est-ce qu'on est titulaire de l'abonnement Internet, si on le partage en fait à quelqu'un, de facto, on est considéré comme un fournisseur d'accès Internet. Donc on doit, dans le cadre du RGPD, hein, c'est une obligation aujourd'hui légale, garder pendant 365 jours glissants la journalisation des logs et de l'activité qui a été faite à travers ce même accès Internet. Donc le portail public va permettre de sécuriser les guests hein, sur les Wi-Fi partagés à l'entreprise, par exemple, mais aussi, par exemple, dans les lieux publics, hein, que ce soit les restaurants, les cafés, etc. Il y a très souvent la possibilité de se connecter à un Wi-Fi qui est mis à disposition par le propriétaire de l'établissement, et c'est juste un login et un mot de passe. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'authentification qui est possible. Et donc, lors d'une commission rogatoire, ces établissements ne pourraient pas, comment dire, répondre à cette commission et ne pourraient pas donner les bons éléments dans le cadre d'une enquête. C'est ce qui est arrivé à certains établissements à Grenoble l'année dernière, qui ont eu du coup une fermeture administrative. On va dire que peut-être ça n'a pas changé grand-chose vu la situation actuelle, mais il y a une obligation légale sur cette partie. Donc le portail public permet de contrôler par SMS et par mail l'utilisateur qui va utiliser cet accès Internet afin de protéger, encore une fois, le titulaire de l'Internet. Le filtrage DNS, autre cas de figure, c'est on va plutôt gérer les postes non maîtrisés, qui ne sont pas en fait gérés dans le domaine. Donc il y a plusieurs cas de figure. On peut parler des écoles sur les classes connectées. Il y a de plus en plus aujourd'hui de régions qui mettent en place les classes connectées, donc que ce soit sur les tablettes ou sur les PC portables. Et c'est très compliqué de demander en fait à des élèves de retenir un login et un mot de passe pour pouvoir appliquer des politiques de sécurité. Donc on va faire une redirection DNS et bénéficier de notre base de données en assurant le cadre légal et culturel
notamment, là où est-ce qu'on va être très très fort sur cette partie-là. Mais aussi, ça peut concerner tout ce qui est objets connectés. Internet des objets, il y a quelques semaines, une entreprise a été attaquée par une machine à café connectée. Il faut forcément laisser un accès en fait à ces équipements qui gravitent autour du système d'information et qui sont difficilement maîtrisables. Il faut laisser un accès Internet pour aller chercher une mise à jour du firmware, pour aller chercher sur une machine à café, on peut avoir la météo qui s'affiche, des choses comme ça. Donc, il faut aller chercher l'information à l'extérieur. Donc, le fait de faire une redirection DNS protège également ce type d'équipements qui sont des fois un petit peu laissés pour compte. Le filtrage protocolaire est plutôt une approche justement pour gérer les protocoles et les applications qui sont installées sur le réseau. C'est-à-dire que c'est une autre base de données qui permet de faire des politiques de sécurité, des restrictions sur tel ou tel protocole qui serait installé par les utilisateurs sur leur poste. Et enfin, l'approche campus qui est directement liée à notre approche du facteur humain, sur la responsabilisation des collaborateurs, qui est complètement décorrélée de ces solutions, on va dire, techniques. C'est un outil qui va permettre aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs de se cybersensibiliser. C'est un outil de formation en ligne, éligible au budget formation, sur le domaine de la sécurité. Donc, c'est 70 contenus dans lesquels on va traiter justement la prévention sur le phishing, sur les ransomware, sur la bonne gestion des mots de passe pour les nouveaux arrivants, sur l'ingénierie sociale aujourd'hui qui explose vraiment tous les records ces derniers temps en termes d'attaque. Et donc, les administrateurs pourront voir en fait le niveau de connaissance, le niveau de maturité des différents collaborateurs, car ils vont passer des petites vidéos, ça dure une dizaine de minutes, et à l'issue de ces petites vidéos, il y a des quiz, des mises en situation réelles, et donc ça permet de s'assurer, en tout cas, que les collaborateurs suivent ce type de formation. Nos solutions aujourd'hui se déploient de plusieurs manières, de manière hébergée, par exemple, comme on le fait avec Silène pour bon nombre de nos clients, sinon de manière on-premise, donc c'est-à-dire que ce soit physique ou virtuel, en data center ou sur votre infrastructure locale. Et notre développement de notre solution SaaS est en cours et devrait voir le jour courant 2021. Donc voilà pour la présentation globale euh, d'Olfeo. On va entrer dans le vif du sujet et pour amorcer ceci, je voulais partager avec vous quelques chiffres en fait au niveau mondial, des sources qu'on a prises sur le journal du Net et qui a fait une étude en fait sur la situation des attaques en 2019, notamment avec Ryuk, qui est aujourd'hui une base virale importante, sur laquelle s'est greffé Emotet très récemment. Et les chiffres sont quand même assez alarmants. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui est victime toutes les 14 secondes. C'est extrêmement important. Et qu'est-ce qu'une attaque en tant que telle? C'est-à-dire que ça peut être un lien, comment dire, un mail avec du phishing, ça peut être une attaque DDoS, ça peut être une attaque par CryptoLocker, par ransomware, etc. Et c'est la question aujourd'hui n'est plus forcément de se dire est-ce que je vais me faire attaquer, mais plutôt quand et comment. Et on a plusieurs exemples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont ciblées. Je terminerai tout à l'heure, je voulais vous parler de l'attaque en cours aux États-Unis, notamment sur le léoduc qui paralyse toute la partie justement essence, etc. Donc il y a des impacts qui peuvent être très très importants. Sur le sol français, ça fait des mois qu'on essuie des attaques dans le domaine médical. Malgré cette crise sanitaire, il n'y a pas de scrupules. Voilà, on a ce soit le CHU de Rouen, de Dax, etc. Il y a un impact extrêmement fort. En termes de coûts, une rançon moyenne, on va dire sur un ransomware plutôt classique, on est plutôt sur 9 000 euros sur une petite attaque, une attaque de petite envergure. Mais plus ça avance et plus en fait il y a pardon, des acteurs qui demandent de très fortes rançons comme Ryuk ou Emotep, où on est plutôt sur du 265-300 000 euros en fait en moyenne de demande de rançon. Donc c'est un coût très élevé. Aujourd'hui, l'ANSSI ne recommande pas de payer ce
type de rançon pour plusieurs raisons, puisque du coup, le fait de payer engendre une motivation, une satisfaction en fait par ces groupes terroristes. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est le terme. Et donc, forcément, si on paye, il y a ces notions de motivation, ça fonctionne, on continue. Ensuite, il n'y a pas la garantie de recevoir une clé de chiffrement dans un premier temps. Et quelque chose d'assez maintenant nouveau depuis quelques semaines, c'est que souvent il est pas rare en fait de demander une deuxième rançon quand la première a été payée pour ne pas divulguer en fait les informations qui ont été volées. Donc ce coût c'est le minimum aujourd'hui en termes de coût direct en termes de rançon. Mais à ce coût, il peut s'ajouter, donc même si on ne paye pas cette rançon, il faut penser aux coûts indirects. Les coûts indirects, c'est l'interruption de l'activité, environ 12 jours d'arrêt d'activité en moyenne. Et pour les plus petites, hein, il y a des acteurs qui ont mis des mois à s'en remettre. Hein. Je veux dire, c'est plusieurs mois, comme je crois Bouygues Bouygues, l'année dernière, je crois que c'est 5 ou 6 mois à s'en remettre. Il y a des entreprises qui mettent la clé sur la porte, à l'image de Lise Charmel, hein, qui a fait un dépôt de bilan très récemment. Donc, c'est 50% des entreprises qui ne se remettent pas de ce type d'attaque. Sur les coûts indirects, il y a aussi la notion, c'est des coûts qui ne sont pas palpables en tant que tels, mais la perte de réputation. C'est-à-dire qu'on peut se faire attaquer, mais du coup, peut-être infecter nos clients ou nos fournisseurs. Donc, et ensuite cette notion de dommages collatéraux, de perte de données, et puis cette sensation aussi pour les collaborateurs justement de ne pas être protégés sur ces données dans le cadre du RGPD, etc. Donc, il y a on peut en plus mesurer qu'il y a une forte recrudescence, du moins sur 2019, sur les entités gouvernementales, les villes, municipalités, etc. Toute attaque confondue, c'est un peu moins de 200 villes et près de 3000 administrations qui ont été ciblées en fait ces dernières années en France. Donc le débat il est posé, il est là, le but du jeu c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises peuvent tenter en tout cas de s'équiper pour justement contrer cette partie-là.